On va parler des émeutes. On est 3 mois après les émeutes, dont tout le monde se rappelle. On a un Conseil national de la refondation qui a démarré aujourd'hui. Pourquoi faire, pourquoi dire, nous le saurons peut-être. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que rien n'a changé dans les quartiers, rien n'a changé pour les mairies ni pour les commerçants. On fait le point avec Maxime Lavandier et je vous passe la parole. Des vitres brisées à Marseille, des magasins pillés comme ici à Strasbourg, ou encore des bâtiments publics incendiés ou fortement dégradés à Roubaix. À la suite de la mort de Naël, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre, de nombreuses villes de France sont vues pendant plusieurs jours se déchaîner une violence inouïe. Plus de 3 mois après, où en sommes-nous? Financièrement, la note est salée. À la date du 3 juillet, l'ancien président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, estimait à 1 milliard le coût des dégâts pour les entreprises. Dans le détail, 200 commerces entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites ou encore 250 bureaux de tabac touchés. Du côté des interpellations, à la date du 20 juillet, le ministre de l'Intérieur indiquait que 3800 personnes avaient été interpellées, dont 345 qui ont été effectuées a posteriori. Des chiffres en constante évolution. 18 personnes ont été interpellées mardi dernier après l'incendie volontaire de la mairie de Persan dans le Val d'Oise lors des émeutes. La Première ministre présentera fin octobre les réponses du gouvernement devant 500 maires des villes les plus touchées. Il aura peut-être fallu attendre 4 mois, 6 mois, 1 an, Louis Dragnel, pour avoir une réponse concrète. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Se dire quel profil ont les émeutiers? Quelle réponse on peut apporter? Rénover le bâtiment je vais vous répondre. HLM? Tout est dans l'intitulé de l'invitation, je vais vous le lire. C'est un temps d'échange là en ce moment. Un temps d'échange. Un temps d'échange qui permettra 2 choses. 1, de porter un regard collectif sur les causes de ces émeutes. Et deuxièmement, identifier les meilleures réponses concrètes. Bon, en gros, ça ne sert à rien. Mais le problème, et vous voyez le problème auquel nous-mêmes on se heurte quand on pose des questions, c'est que quand on pose la question le lendemain des émeutes, attention, on ne fait pas ça à chaud, on va prendre le temps parce qu'il faut avoir la tête reposée. Voilà. Donc maintenant, on est à froid. Il n'y a pas de solution. Non, il faudra peut-être 4 mois, peut-être 6 mois. Déconnexion totale, Maître Bovis, entre ce qui s'est passé sur le terrain et la réponse de l'exécutif. Je trouve le constat de Louis un peu dur parce que lorsque justement Éric Dupond-Moretti s'est saisi du sujet, il a voulu se saisir aussi des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, certaines dispositions qui étaient tombées un peu en désuétude, et il a remis sur le devant de la scène justement des mesures qui étaient un peu trop, à mon avis, écarté par les magistrats, notamment le recours à des placements en centre de rétention éducatif, le placement en détention provisoire pour des jeunes de plus de 16 ans, et après, évidemment, vous savez, pour des mineurs de moins de 13 ans qui commettent des faits de délinquance, il y a une présomption de non-discernement, c'est-à-dire qu'on présume que le jeune de moins de 13 ans n'avait pas assez de discernement pour justement commettre ce qu'il a commis. Et Éric Dupond-Moretti, vous savez, cette présomption n'est pas irrémédiable, et donc il avait proposé à ce que les magistrats vérifient dans quelle mesure on puisse renverser cette présomption pour que justement ces mineurs de moins de 13 ans puissent aussi comparaître et endosser une certaine responsabilité. Donc on voit bien que ces émeutes-là ont servi notamment dans la prise de conscience et dans la mentalité. Donc on peut espérer que pour les prochaines fois, les magistrats puissent taper un grand coup de poing sur la table. Vous nous dites déjà qu'il y aura des prochaines émeutes. Non, pas les prochaines émeutes, mais en tout cas du moins des prochains faits. Et je terminerai juste là. Ces émeutes-là, quand justement Éric Dupond-Moretti s'est dit de ce sujet et a diffusé cette fameuse circulaire dont je viens de rappeler les termes, les magistrats ont quand même infliger des sanctions lourdes. Il y a eu des mandats de dépôt en conséquence, il y a eu des sanctions pénales, des incarcérations, etc. Donc on voit aussi qu'il y a eu cette prise de conscience. Et la justice a travaillé nuit et jour. Et la justice a travaillé nuit et jour. Aucun problème. Non, mais donc voilà. Au mot MAUX de notre société. CNews. Et vous le savez, Laurence, quand on n'a pas la réponse à une question, qu'est-ce qu'on fait? On pose une autre question. Et puis on fait des réunions. Puis des réunions après les réunions. Le gouvernement souffre en réalité d'une réunionnite aiguë. On peut le dire. Et malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de médicaments pour pouvoir pallier à cette situation. Tout simplement parce que, et lorsqu'on additionne l'ensemble des réunions qui sont organisées ou qui vont être organisées, c'est abyssal. C'est-à-dire qu'en ce moment se tient un Conseil national de la refondation au sujet des émeutes, mais attention, nous dit Matignon, il ne faut pas confondre cela avec le comité interministériel des villes qui sera organisé fin octobre. Et à ne pas confondre également, attention, avec la Convention nationale de la démocratie locale qui se tient parallèlement avec les élus locaux et qui, là aussi, débouchera sur, nous dit-on, c'est de l'enfumage. C'est insupportable. C'est de l'enfumage. Et je pense que les Français, nous compris, n'avons pas
totalement suivi. Jean-Sébastien Ferjou, et ensuite on écoutera le maire de Cholet. C'est de la lâcheté politique, je pense, parce que les solutions, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir au moins dans les grandes orientations ce qu'il conviendrait de faire. On avait travaillé sur Atlantico avec un psychanalyste qui connaît très bien ce genre qui s'appelle Ruben Rabinovitch, parce qu'il est souvent désigné comme expert. Donc les gens sont bien obligés, enfin les délinquants sont bien obligés de se confier à lui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit par exemple, il déteste la police, il méprise la justice. Pourquoi ? Parce qu'il y a une justice qui justement ne leur tient jamais tête, à commencer par quand ils sont jeunes. Il dit aussi qu'il y a une mentalité clanique. C'est aussi ce que dit Maurice Berger, vous savez, le fameux pédopsychiatre, et que cette mentalité clanique qui entretient une partie de la population française dans le eux contre nous, et donc qui désindividualise les individus en quelque sorte, puisque si vous considérez que vous avez été collectivement victime d'une injustice, que Nahel était un membre du clan... Attendez, je vous arrête tout de suite. Dans 8% des cas seulement, les auteurs de ces méfaits se revendiquaient de la mort de Nahel. C'était juste, le reste, 92%, c'était pour casser. Absolument, mais il y avait quand même cette perception de clan, c'est-à-dire eux contre nous. Nos quartiers... cite un rapport interministériel. Non, mais tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec vous. Nahel n'était malheureusement qu'un prétexte. Mais ça n'empêche pas que cette perception de gens, de quartiers, de zones qui seraient séparés finalement du reste de la population française, du reste de la République, ça existe. Et donc, dans la mesure où ils ont l'impression d'être un clan contre un autre, s'ils se sentent attaqués, ils sont insensibles à la douleur qu'ils infligent eux, parce que précisément, ils considèrent que ça n'est que justice. Et ça, c'est un problème d'éducation fondamental, c'est un problème d'intégration. Je ne parle pas là juste d'intégration culturelle, je parle d'intégration sociale. Non, mais les deux se cumulent. Mais oui, les deux, et évidemment. Aussi d'intégration sociale. Et Céline Pina. Mais finalement, le problème du gouvernement, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a plus la légitimité pour parler au nom de la France. Donc, il essaie, en fait, pour qu'on adhère à son discours, finalement, pour qu'il y ait un consentement autour de ce qu'il dit, de rameuter autour de lui le plus de forces possible, que ce soit des forces politiques, des forces syndicales ou des forces... Et en fait, il n'y arrive pas, parce que comme il n'a même pas de doctrine lui-même, il n'a pas de pensée, au lieu de montrer finalement que la France, sur certains sujets, peut s'exprimer d'une seule voix, il n'arrive à montrer que les divisions, que son incapacité à réagir. Et donc, il accentue encore le problème qu'il voudrait régler. Et ce CNR est le énième épisode de cette espèce de lent écroulement. Et derrière, en fait, c'est un problème de légitimité, de courage et de majorité. On retombe sur l'impasse politique. Absolument. On va juste écouter le maire de Cholet sur les annonces du gouvernement en attente et puis sur ce qui s'est passé dans sa ville, Gilles Bourdoulex, qui est bien seul, comme tous les maires de France. Écoutez-le. Il y a eu des annonces du gouvernement, il y a même une réunion à l'Élysée, j'avais été parmi les maires invités, mais on n'a pas vraiment de réponse concrète depuis. Il y a eu des effets d'annonce. Certes, on a eu la période de l'été, dont on sait qu'elle est toujours une période qui freine un peu les dossiers, mais malgré tout, on était quand même dans l'urgence, et hélas, ça n'a pas été suivi d'effets réellement, et ça aussi, c'est très mal ressenti, parce que beaucoup se disent, mais... l'étincelle a démarré à un moment donné, ça peut toujours repartir. Tout peut repartir à tout instant, Louis Ragnel, c'est vraiment ça le sujet. Absolument. En fait. Bah, c'est ce que disent. Voilà. Il suffit de voir même les notes des services de renseignement sur tous les mouvements sociaux à venir. À chaque fois, vraiment, dans le commentaire, c'est la dernière page, il y a marqué très souvent quand même que ça peut servir de déclencheur à de nouvelles émeutes, à de nouveaux dérapages. Et en fait, non, ce que je trouve terrible, en fait, c'est que ça demande effectivement un tout petit peu de courage de mettre des mots sur le diagnostic, parce qu'il y a des choses que le président ne veut pas dire. Par exemple. Souvenez-vous de la polémique sur les prénoms des gardés à vue, mais de fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une surreprésentation de gens qui sont issus de l'immigration, qui ont été interpellés à l'occasion de ces émeutes, que ça concerne aussi très souvent des gens qui ont une confession, il y a un lien avec les trafics de stupéfiants, c'est surreprésenté dans certains quartiers, et tout ça... C'est tellement polémique que, évidemment, le président ne le dira pas, parce qu'à chaque fois, l'argument consiste à dire ce qu'il faut, c'est qu'on soit inclusif. C'est ça, qu'on fasse des séminaires, des séminaires pour réfléchir. Voilà, ce qu'il faut, c'est trouver plus de solutions pour mieux intégrer ces gens. La seule loi